Je m'appelle Harrison, j'ai 28 ans. Un an jour pour jour après ce que je pensais être un mariage heureux et engagé, ma femme m'a giflé en plein visage devant 600 personnes. Alors que je me tenais là, essayant de défendre ma propre dignité et les vœux sacrés que nous avions prononcés, son père a pris un microphone pour déclarer devant une salle remplie d'élites de la haute société que j'étais un moins que rien sans valeur qui avait ruiné la vie de sa fille. Il m'a traité de parasite. Il m'a traité d'erreur. Et quand j'ai enfin trouvé le courage de me défendre, ma propre femme m'a regardé droit dans les yeux, a levé la main et m'a frappé. Elle a laissé toute la salle rire à mes dépens. NHNG KOMT BMT NG Trima H Kongbit. Le conglomérat géant qu'ils vénéraient tous, celui qui finançait cette somptueuse fête d'anniversaire, l'entreprise pour laquelle travaillait son frère chéri, appartenait à mon père. Et par extension, il m'appartenait. À l'heure actuelle, alors que je vous raconte cela, ils font face à une ruine financière absolue et supplient pour une clémence qu'ils ne m'ont jamais accordée. Avant de vous raconter exactement ce qui s'est passé et comment j'ai fait s'effondrer leur monde entier, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez en la justice. Et n'oubliez pas de me dire d'où vous me regardez dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, revenons au moment exact où mon cauchemar déguisé en conte de fées a commencé. La salle de bal du Grand Orchid Hotel resplendissait de cette opulence agressive que seul l'argent frais cherche à s'offrir. C'était le genre d'éclairage qui donnait à tout le monde l'air riche, prospère et parfaitement heureux. Des lustres en cristal importé pendaient des plafonds voûtés, projetant une lueur dorée et chaleureuse sur une assemblée de 600 invités. Des serveurs en smoking blanc impeccable se faufilaient dans la foule, portant des plateaux d'argent chargés de coupes de champagne et de hors-d'œuvre coûtant plus cher que mon prétendu salaire mensuel. L'air embaumait les parfums de créateurs onéreux, le faux filet rôti et le besoin désespéré d'impressionner. C'était notre premier anniversaire de mariage, une étape majeure. Et pour la première fois en 12 mois d'agonie, je souriais enfin. Je me tenais près du massif centre de table florale, un verre de cidre pétillant à la main, car mon beau-père m'avait subtilement suggéré plus tôt dans la soirée qu'on ne devait pas me faire confiance avec le vin millésimé coûteux. Je regardais autour de moi. Ma femme, Clara, tenait salon près de la sculpture de glace. Vêtue d'une robe de soie qui épousait sa silhouette, elle riait aux éclats à une plaisanterie d'un de ses oncles fortunés. Ses parents, Richard et Margaret, s'affairaient à saluer les politiciens locaux, les magnats de l'immobilier et les membres du conseil d'administration du country club qu'ils voulaient désespérément impressionner. Il n'y avait pas de tension. Pas de chuchotement passif-agressif. Pas de regard froid fixé sur ma nuque. Pendant un instant fugace et insensé, j'ai vraiment cru que ce soir marquait le tournant. Je pensais que le pire était derrière nous. Je pensais qu'ils avaient enfin compris que mon amour pour Clara était sincère et que mon dévouement suffisait à mériter ma place à leur table. Je me trompais si lourdement. Toute cette soirée était un piège. Une pièce de théâtre méticuleusement orchestrée dans un but unique, ma destruction absolue. Je n'ai simplement pas vu les ficelles se tirer avant qu'elles ne soient déjà solidement enroulées autour de mon cou. Je me souviens avoir croisé le regard de Clara à l'autre bout de la pièce. Elle m'a souri. Ce n'était pas son sourire chaleureux habituel, pourtant. Il était crispé, forcé, presque mécanique. Je balayais le sentiment de malaise qui s'installait dans mon estomac, l'attribuant à l'envergure de l'événement. Nous avions passé des semaines à planifier cela, ou plutôt, sa famille avait passé des semaines à tout organiser en m'envoyant les factures des détails mineurs pour me donner l'impression d'être impliqué. Soudain, le quatuor à cordes s'est arrêté de jouer. Le bourdonnement de centaines de conversations a fait place à un silence étrange et lourd d'attente alors que mon beau-père, Richard, est monté sur la scène centrale. Il a tapoté son verre en cristal avec une cuillère en argent. Le tintement aigu a résonné dans la salle immense. Mesdames et messieurs, la voix tonitruante de Richard a empli l'espace. Il n'avait pas besoin de micro. Son ego était assez bruyant pour porter jusqu'au fond de la salle. Merci à tous de vous joindre à nous ce soir pour célébrer un an de ce mariage. Quelques personnes à l'avant ont ricané. C'était un ricanement condescendant et subtil. J'ai senti les muscles de ma mâchoire se crisper. J'ai regardé Clara, m'attendant à ce qu'elle s'approche et se tienne à mes côtés. Elle n'a pas bougé. Elle est restée là où elle était, les yeux fixés sur son père, le visage totalement impénétrable. Cette soirée est très spéciale pour notre famille, poursuivit Richard, son regard balayant lentement la pièce avant de se fixer droit sur moi. C'était comme un poids physique qui s'abattait sur ma poitrine.
C'est le moment idéal pour d'enfin dire l'absolue vérité. Le silence dans la pièce s'est encore approfondi. Ma poignée sur mon verre s'est resserrée au point que mes articulations en sont devenues blanches. Quelle vérité, demandai-je. Ma voix était basse, mais dans cette pièce silencieuse, elle apportait parfaitement. Richard laissa échapper un rire sec et moqueur. Une vérité que tout le monde dans notre cercle connaît déjà, mais qui doit être dite haut et fort pour mémoire. Ma brillante fille a commis la plus grande erreur de sa vie. Des murmures de surprise ont parcouru la foule. Les chuchotements se sont propagés comme une traînée de poudre. Et cette erreur, ricana Richard, levant la main et pointant son index carrément vers ma poitrine, se tient juste là. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Les murmures se sont amplifiés. Des gens que j'avais salués à la porte, des gens qui m'avaient serré la main et félicité 20 minutes plus tôt, me regardaient à présent avec un mélange de pitié et de dégoût profond. Nous l'avons accepté, la voix de Richard dégoulinait de venin. Nous lui avons ouvert nos portes en pensant que peut-être, juste peut-être, ce cas social apporterait une sorte de valeur cachée à nos vies. Nous pensions qu'il avait du potentiel. Mais il n'a rien apporté. Il n'a pas de famille. Il n'a pas de réseau. Il n'a pas d'ambition. C'est un boulet financier et social qui traîne ma fille vers la médiocrité. Les rires discrets ont commencé. C'est Margaret, ma belle-mère, qui a ouvert le bal en feignant la surprise, une main sur la bouche tandis que ses yeux pétillaient d'une joie malveillante. Le rire s'est propagé comme un virus dans la foule. Je ne pouvais plus me taire. L'humiliation bouillonnait dans mes veines, brûlante et impérieuse. Ça suffit, dis-je en faisant un pas en avant. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas crié. Mais ma voix était ferme, ancrée dans une clarté soudaine et glaciale. Tu n'as pas le droit de parler de moi ainsi, Richard. Pas ce soir. Plus jamais. Pendant une fraction de seconde, la pièce s'est figée. J'ai cru avoir brisé son charme. J'ai cru que quelqu'un allait enfin intervenir. J'ai regardé Clara, la suppliant du regard de s'interposer, de défendre l'homme qu'elle prétendait aimer. C'est alors que le bruit a retenti. Un claquement sec et violent qui a semblé suspendre le temps. Une gifle. Ma tête a pivoté sous le choc. Une douleur cuisante m'a brûlé la joue gauche. Le silence qui a suivi était étouffant, lourd et absolu. Lentement, douloureusement, j'ai redressé la tête. Clara se tenait juste devant moi. Sa main était encore levée, tremblant légèrement, mais ses yeux étaient ouïs des éclats de glace noire. Ne t'avise plus jamais, siffla Clara, la voix vibrante d'une pure malveillance. Je ne laisserai pas un moins que rien sans valeur manquer de respect à mon père dans notre maison. Les rires ont repris. Ils n'étaient plus discrets désormais. Ils étaient bruyants, résonnants, moqueurs. 600 personnes regardaient un homme se faire publiquement détruire, et ils trouvaient cela extrêmement divertissant. Mes oreilles sifflaient. Mon visage brûlait d'une chaleur qui n'avait rien à voir avec le coup physique. Mais je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondré au sol. Je suis resté parfaitement immobile, respirant l'air frais de la salle de bal. Un calme profond et terrifiant m'a envahi. Une année de silence, une année de patience infinie, une année d'espoir d'avoir enfin une famille que je n'avais jamais eue s'était éteinte là, sur ce sol de marbre poli. J'ai glissé la main dans ma veste ajustée. Mes mains étaient parfaitement stables. Pas de tremblement, pas d'hésitation. J'ai sorti mon téléphone, composé un numéro unique et attendu. Une tonalité, 2 tonalités. Papa, dis-je doucement. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa voix grave et autoritaire a résonné dans le récepteur. J'ai regardé Clara, qui affichait un sourire narquois, fière d'être aux côtés de son père comme si elle venait de remporter un trophée. S'il te plaît, viens. J'arrive, répondit-il. J'ai baissé mon téléphone. Je savais que la tempête approchait, mais pour comprendre la dévastation absolue de cette nuit, il faut comprendre l'enfer que j'ai traversé pour en arriver là. 2 ans avant cette nuit humiliante au Grand Orchid Hotel, ma vie était totalement différente, principalement parce qu'elle reposait sur un mensonge de taille, mais nécessaire. Un mensonge né d'une pure fatigue et d'un besoin désespéré de sincérité. Mon vrai nom est Harrison Vance, bien que j'ai abandonné mon nom de famille dès mon arrivée en ville. Je suis l'unique héritier de Winston Vance, un homme dont l'empire immobilier et les holdings dictent l'économie de 3 États différents.
J'ai grandi dans des salles de conseil d'administration, des jets privés et un monde où chaque poignée de main était une transaction calculée. À 25 ans, j'avais compris une vérité froide et implacable, personne ne me regardait en voyant Harrison. Il voyait un compte en banque sur pattes. Il voyait un raccourci vers un héritage colossal. Il voyait des investissements de capital risque, des rachats d'entreprises et des passe-droits. Toutes les femmes avec qui j'étais sorti finissaient par laisser tomber le masque. Tout revenait toujours aux voitures, aux propriétés, au statut. J'en avais assez de cette flatterie hypocrite. J'étais terrifié à l'idée de passer ma vie avec quelqu'un qui ne resterait avec moi que tant que le marché serait à la hausse. Je voulais que quelqu'un m'aime pour mes blagues ratées, mon habitude de laisser traîner mes tasses de café partout, et ma véritable personnalité. Alors, j'ai fui. Je me suis installé dans une ville de taille moyenne, j'ai loué un modeste appartement d'une chambre et j'ai accepté un poste d'analyste de données de niveau intermédiaire sous une fausse identité. J'ai acheté une Honda Civic de 6 ans d'âge avec des vitres manuelles. Je faisais mes courses chez Walmart au lieu de commander des produits importés dans des épiceries fines. Je vivais avec un salaire douloureusement moyen, en évitant strictement de toucher à mes fonds fiduciaires. Pour la première fois de ma vie, je me sentais un être humain normal. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Clara. Elle travaillait au service marketing d'une entreprise partenaire. Nous nous sommes bousculés dans un café bondé lors du rush chaotique d'un mardi matin. Elle a renversé la moitié de son latte glacé sur ma cravate synthétique bon marché et, au lieu de faire une scène, elle a essayé frénétiquement de l'essuyer avec des serviettes, s'excusant à profusion avec une mine confuse et rouge de gêne. Elle semblait si simple, si authentique. Nous avons commencé à nous fréquenter. Nos rendez-vous consistaient à manger des plats chinois bon marché sur mon canapé de récupération, à nous promener dans les parcs publics et à discuter de nos rêves tard dans la nuit. Quand elle m'a interrogé sur la mienne, j'ai avalé la salive dans ma gorge et j'ai prononcé le mensonge qui finirait par nous détruire. Je n'ai plus vraiment personne, lui ai-je dit, les yeux fixés sur mon gobelet en carton, jouant avec le manchon de protection. Mes parents ne sont plus là. Pas de frères et sœurs. Je suis seul depuis très longtemps. J'ai observé attentivement son visage. J'attendais la pitié ou, pire, le calcul d'une femme réalisant qu'elle n'aurait pas de belle famille fortunée sur qui compter. Mais les yeux de Clara se sont simplement adoucis. Elle a tendu la main sur la table, a pris la mienne et a dit, « Tu m'as moi, maintenant. » Mon Dieu, j'ai été si stupide. Je suis tombé dans le panneau à pieds joints. Je voulais tellement être choisi pour l'homme que j'étais, et non pour l'empire dont j'allais hériter, que j'ai délibérément ignoré tous les signaux d'alarme qui ont suivi. Les premières fissures majeures sont apparues lors de ma demande en mariage. J'ai acheté une bague modeste mais magnifique, qui m'a coûté 3 mois de mon faux salaire. Elle a dit oui. Mais lorsqu'elle m'a emmené rencontrer ses parents, Richard et Margaret, la température de la pièce a chuté de 10 degrés à la seconde même où j'ai franchi le seuil de leur porte. Leur maison était nichée dans une banlieue huppée et austère, gérée par un syndic de copropriété militaire, le genre d'endroit où l'herbe est coupée au ciseau et où les voisins vous dénoncent si votre poubelle reste sortie 1 heure de trop. Je suis arrivé en pantalon de prêt-à-porter avec un sourire poli. Richard m'a à peine serré la main. Il a regardé ma Honda garée dans son allée impeccable comme s'il s'agissait d'un tas de déchets toxiques. Margaret a passé toute la soirée à m'interroger sur mon portefeuille financier, me posant des questions pointues sur mon épargne retraite, mon évolution de carrière et ma capacité à offrir à Clara le niveau de vie qu'elle méritait prétendument. Nous avons toujours imaginé Clara épouser quelqu'un de stable, dit Margaret autour d'un dîner de rôti de bœuf trop cuit, faisant tourner son verre de vin et me regardant de haut. Quelqu'un sur la voie rapide vers une promotion de cadre. Un homme avec un solide fonds d'études pour ses futurs enfants et un portefeuille immobilier respectable. Pas quelqu'un qui part de zéro absolu. Clara est restée assise à couper sa viande, sans dire un mot. Je me suis défendu poliment, affirmant que je croyais au travail, à la loyauté et à la construction d'une vie à deux à partir de la base. Richard ricana bruyamment, s'essuyant la bouche avec une serviette en lin. Malgré leur désapprobation flagrante, nous nous sommes mariés. Ce fut une petite cérémonie, entièrement financée par mes maigres économies, car Richard a catégoriquement refusé de débourser un seul centime pour un mariage qu'il ne soutenait pas. Je m'en moquais. Je pensais que l'amour triompherait de leurs préjugés. Je pensais que Clara était différente. Je me trompais. Le mariage fut le début d'un véritable hachoir psychologique. Nous avons emménagé dans une maison de ville modeste, non loin de chez ses parents.
Presque immédiatement, le harcèlement moral a commencé. Ce n'était pas toujours des cris. C'était la mort par 1000 petites coupures. C'était ce mépris constant et insidieux qui sapait lentement ma confiance en moi. Thanksgiving fut un cauchemar absolu. J'ai passé 3 jours à aider Clara à cuisiner, pour essayer d'impressionner sa famille. J'ai acheté la meilleure dinde que mon budget me permettait. Quand Richard et Margaret sont arrivés, ils ont apporté leur propre bouteille de vin onéreuse, proclamant haut et fort dans mon propre couloir qu'ils ne voulaient pas risquer de boire la piquette bon marché que j'avais probablement achetée. Alors que le reste de la famille était assis dans le salon à regarder le football, Richard m'a coincé dans la cuisine. Les gouttières de mon toit sont bouchées, dit-il, non pas en demandant, mais en exigeant sur le ton d'un maître s'adressant à un serviteur. Comme tu ne contribues visiblement pas beaucoup financièrement à cette famille, tu peux te rendre utile. Va chez moi et nettoie-les. Il faisait 0 degré dehors. Il pleuvait à verse. J'ai regardé dans le salon Clara, qui buvait du champagne avec sa tante. Elle a croisé mon regard, a haussé légèrement les épaules et s'est détournée vers sa conversation sans y penser à 2 fois. J'ai agrippé le bord du plan de travail. Ma poitrine s'est serrée sous le coup d'une rage nouvelle. J'étais un homme capable d'acheter tout son quartier d'un simple coup de fil. Et j'étais là, sommé d'aller sous la pluie glaciale comme un chien errant. Mais je l'ai fait. Je suis allé chez lui. Je suis monté sur cette échelle glissante sous la pluie glaciale, à vider les feuilles mortes et pourries de ses gouttières. Je grelottais jusqu'aux os, mes mains saignaient à cause du froid, me répétant sans cesse que c'était le prix du véritable amour. Je me disais que je prouvais mon dévouement à Clara en servant sa famille. Puis vint Preston. Preston était le frère aîné de Clara, l'enfant chéri absolu de la famille. Preston était bruyant, incroyablement arrogant, et portait toujours beaucoup trop d'eau de Cologne bon marché. Il avait récemment décroché un poste de cadre moyen dans un énorme conglomérat d'entreprises. Le conglomérat exact que mon père possédait, celui que j'étais secrètement destiné à diriger. Chaque dîner de famille tournait au spectacle de Preston. Il se vantait sans cesse de son salaire, de ses options d'achat d'actions et de la façon dont il côtoyait les élites de l'entreprise. Tu vois, Harrison, me dit un soir Preston en coupant agressivement son steak et en me pointant du doigt avec son couteau. Dans le monde réel, c'est une affaire de prédateur. Il faut avoir l'instinct de prendre ce qui nous revient. C'est pour ça que je suis sur la voie rapide pour une promotion. Et toi, tu es encore en train de traiter des chiffres dans un petit box déprimant. Sans vouloir te vexer, tu n'as tout simplement pas le pédigré pour réussir. Margaret rayonnait, les yeux brillants de fierté. Preston est destiné au comité de direction. Clara, peut-être que ton frère pourrait trouver un emploi au service du courrier pour ton mari, afin qu'il commence enfin à faire sa part ici. J'ai avalé l'humiliation soir après soir. Mais le pire n'était pas les insultes de Richard, la condescendance infinie de Margaret ou l'arrogance crasse de Preston. Le pire, c'était Clara. Lentement, la femme douce et simple que j'avais rencontrée dans le café s'est complètement volatilisée. Elle a cessé de me défendre. Puis elle a commencé à être d'accord avec eux. Quand j'essayais de lui parler de la façon dont sa famille me traitait dans l'intimité de notre chambre, espérant un peu de réconfort, elle se contentait de lever les yeux au ciel et de soupirer lourdement. Ils veulent simplement ce qu'il y a de mieux pour nous, Harrison, répliquait-elle sèchement en appliquant sa crème de nuit hors de prix, achetée avec la carte de crédit que je remboursais chaque mois. Si tu n'étais pas aussi défensif et si tu essayais d'être un peu plus ambitieux, peut-être qu'il ne serait pas aussi dur avec toi. Regarde Preston. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme lui? J'ai agrippé le volant de ma vie, réalisant que je fonçais droit dans le mur. J'étouffais sous le poids d'une famille qui mesurait la valeur humaine uniquement au compte en banque et au titre de poste. Mais j'ai tenu bon. J'ai tenu bon parce qu'une partie de moi croyait encore désespérément aux vœux que nous avions prononcés. J'ignorais qu'ils complotaient déjà méticuleusement pour me rejeter. La tempête n'a pas frappé d'un coup. Elle s'est accumulée dans l'ombre, nourrie par leur cupidité et leur trahison absolue, jusqu'à faire voler en éclats l'illusion de mon mariage. Même si je menais une vie normale, jouant le rôle d'un mari de la classe moyenne en difficulté, je ne pouvais pas abandonner complètement mes lourdes responsabilités au sein de l'empire de mon père. Winston Vance n'était pas homme à accepter un abandon total. Nous avions un accord hautement confidentiel. Sous un pseudonyme lourdement crypté, j'agissais en tant que consultant de l'ombre pour le conglomérat.
Je passais en revue les propositions de projets de haut niveau, restructurais les services en difficulté et rachetais des réformes opérationnelles majeures. Je faisais tout le gros du travail, l'envoyais directement au conseil d'administration et gardais ma véritable identité totalement cachée à tout le monde, y compris aux employés. L'un de mes plus grands projets cette année-là était un plan de restructuration massive de la division logistique. Il se trouvait que c'était précisément la division où travaillait Preston. J'avais passé 3 mois éprouvants à concevoir minutieusement un plan qui permettrait à l'entreprise d'économiser des dizaines de millions de dollars en pertes opérationnelles. Je conservais les fichiers en sécurité sur un ordinateur portable privé que je gardais strictement dans mon bureau personnel, derrière une porte verrouillée. Un dimanche après-midi, Clara a insisté pour que nous organisions un barbecue dans le jardin pour sa famille. J'étais occupé à retourner les steaks sur le grill tandis que Richard se tenait derrière moi, se plaignant bruyamment de la piètre qualité de la viande que j'avais achetée. J'avais brièvement laissé mon bureau déverrouillé en me précipitant dans la cuisine pour chercher d'autres fournitures. Je n'y ai plus pensé jusqu'à 2 semaines plus tard. Nous étions assis à un autre dîner de famille insupportable chez Richard. Preston est arrivé avec 1 heure de retard, ouvrant presque la porte d'entrée d'un coup de pied. Un sourire suffisant et triomphant plaqué sur le visage. Il posa brutalement une bouteille de champagne extrêmement chère sur la table. « Débouche la bouteille, le vieux !» cria Preston à son père en jetant sa veste de costume sur une chaise. « Ton fils est officiellement directeur principal. » Margaret poussa un cri de joie pure, se précipitant pour le serrer fort dans ses bras. Clara applaudit avec enthousiasme, le visage rayonnant de fierté. Je suis resté assis à manger tranquillement ma salade, sentant un nœud étrange se former dans mon estomac. « Comment as-tu réussi cela si vite, mon fils ?» demanda Richard, le torse bombé par une immense fierté. « J'ai absolument tout écrasé sur mon passage », se vanta Preston, se penchant en arrière sur sa chaise et croisant les bras derrière la tête. « J'ai soumis un projet de restructuration massive directement au vice-président de la logistique. Une refonte opérationnelle totale qui les a bluffés. Ils ont dit que c'était le travail d'un génie absolu. Ils l'ont mis en œuvre immédiatement et boum, bureau d'angle, augmentation de salaire massive et un gros bonus. J'ai arrêté de mâcher. Un froid glacial m'a envahi. Quel genre de restructuration, demandai-je, d'une voix dangereusement calme, essayant de garder un rythme cardiaque stable. Preston ricana, me regardant comme un paysan qui poserait des questions sur la physique quantique. C'est de la logistique d'entreprise de haut niveau, Harrison. Je doute fort que tu comprennes les indicateurs. Il s'agit d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et de plateformes de distribution locale. Il commença à énumérer les phases spécifiques du projet. Phase 1, 2, 3. Il utilisa la terminologie exacte que j'avais créée. Il fit référence aux projections budgétaires exactes que j'avais calculées. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ce n'était pas juste une idée similaire. Il avait volé ma proposition mot pour mot. Il avait réussi à s'introduire dans mon bureau pendant ce barbecue, avait trouvé les fichiers de travail sur mon ordinateur déverrouillé, les avait copiés sur une clé USB et avait apposé son propre nom sur le travail de ma vie. Je le fixais, sidéré par l'audace sans nom de cet homme assis en face de moi, mangeant un steak tout en s'attribuant fièrement le travail de ma vie. Le lendemain, je contactai Silas, un employé de niveau intermédiaire dans le service de Preston, à qui j'avais secrètement servi de mentor par le biais de mes anonymes de l'entreprise. Silas était un bon garçon, incroyablement intelligent, mais terrifié par son propre ombre. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant miteux à la périphérie de la ville. Silas avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Il l'a volé, Harrison, chuchota Silas, regardant nerveusement autour de lui comme si les espions industriels de Preston se cachaient dans les cabines du restaurant. Je l'ai vu imprimer les fichiers maîtres à partir d'une clé USB personnelle avant de les soumettre au conseil d'administration. Tout le monde dans le service sait que c'est un parfait idiot, mais il s'attribue tout le mérite et la direction l'adore maintenant. Je ne peux rien dire. C'est mon patron désormais. Il me licencierait en un clin d'œil et j'ai besoin de ce travail. J'ai dit à Silas de garder la tête basse et de rester tranquille. Je n'avais pas besoin de Silas pour mener mon combat. J'avais le pouvoir de détruire Preston d'un simple coup de fil à la directrice générale, Pénélope, qui répondait directement à mon père. Masse-toi Kim c'est Ashley. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de savoir exactement jusqu'où allait la pourriture. J'avais besoin de voir ce que ferait Clara quand les choses deviendraient sérieuses.
Le coup de grâce fatal est tombé exactement 2 semaines avant notre premier anniversaire. Je suis rentré du travail et j'ai trouvé Clara assise sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains, sanglotant hystériquement. Margaret était assise à côté d'elle, lui massant le dos, l'air incroyablement sombre et affligé. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demandai-je, posant ma mallette, une véritable panique m'envahissant. Clara leva les yeux, rouge et gonflée de larmes. « C'est maman », parvint-elle à dire, la voix brisée. « Elle est malade. Très, très malade. » Margaret laissa échapper un soupir tremblant et théâtral, regardant vers la fenêtre. « Les médecins ont trouvé quelque chose, Harrison, une tumeur. Ils disent que le traitement est hautement expérimental. Ce n'est pas couvert par l'assurance. L'hôpital exige un paiement initial massif juste pour réserver ma place dans l'essai clinique avant qu'il ne soit trop tard. »« Combien ?» demandai-je, mon esprit cherchant déjà comment liquider mes avoirs cachés sans griller ma couverture. « 50 000 $, dit Margaret, la voix parfaitement tremblante. C'était exactement le montant que nous avions sur le compte d'épargne d'urgence joint que Clara et moi avions constitué. De l'argent que j'avais discrètement injecté de mes propres fonds cachés, juste au cas où un véritable coup dur de la vie courante surviendrait. Clara bondit et me saisit les mains, m'enfonçant les ongles dans la peau. « Harrison, nous devons l'aider. Nous devons vider l'épargne. Si tu m'aimes, si tu nous considères vraiment comme une famille, tu n'hésiteras même pas. Nous pourrons reconstituer l'argent avec le temps. Nous ne pourrons pas faire revenir ma mère. » Je regardais Margaret. Elle avait l'air pâle, tragique, incarnant à la perfection la matriarche mourante. « Bien sûr, dis-je doucement, ressentant un élan de protection. J'irai à la banque demain matin à la première heure pour organiser le virement directement à la clinique. » Clara me serra fort dans ses bras, me remerciant à travers ses larmes. Mais quelque chose au fond de mon esprit hurlait. Le timing était trop parfait. Le montant trop précis. Le lendemain matin, au lieu d'aller à la banque, j'ai utilisé un contact haut placé que j'avais à la clinique privée où Margaret prétendait se faire soigner. En tant que fils de Winston Vance, des portes s'ouvraient pour moi dont les gens ordinaires ignoraient jusqu'à l'existence. J'ai demandé à un détective privé d'extraire les dossiers médicaux publics et les registres des visiteurs de la clinique. Il n'y avait pas de tumeur. Il n'y avait pas de protocole expérimental. Il n'y avait aucun médecin luttant pour lui sauver la vie. Margaret était en parfaite santé. En fait, elle avait récemment rendu visite à un courtier immobilier de luxe pour visiter un appartement de vacances en bord de mer à Boca Raton, un appartement qui nécessitait précisément un apport initial de 50 000 $ pour réserver l'acte. Ils me tendaient un piège. Ils utilisaient la chose la plus sacrée et la plus terrifiante, la santé d'une mère, pour me dépouiller de chaque centime. C'était un test vicieux. Ils voulaient voir s'ils pouvaient me saigner à blanc, me laissant complètement ruiné pour que Clara ait l'excuse parfaite et justifiable de demander le divorce contre un mari financièrement instable. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec l'impression d'être un fantôme hantant ma propre vie. Je suis entré dans la maison. Clara était assise à l'îlot de la cuisine, faisant défiler son téléphone, buvant distraitement un verre de vin cher. « Tu as fait le virement ?» demanda-t-elle, sans même lever les yeux de son écran. Je restai sur le pas de la porte à la fixer. « Non, je ne l'ai pas fait. » La tête de Clara se redressa d'un coup, ses yeux se plissant instantanément. Le numéro de la fille éplorée s'évanouit. « Comment ça, non ? Ma mère est en train de mourir, Harrison. La clinique a besoin de l'argent aujourd'hui. Ta mère est en train d'acheter un appartement de luxe en Floride, Clara, dis-je d'une voix d'un calme olympien. J'ai vu l'annonce du courtier. J'ai vu l'apport exigé. Je sais qu'elle est en parfaite santé. » Toute couleur déserta le visage de Clara. Pendant une seconde, une infime seconde, je vis une panique absolue et brute dans ses yeux, mais elle disparut presque aussitôt, remplacée par une rage froide et dure. Elle ne s'excusa pas. Elle ne s'effondra pas en aveu. Elle se leva, s'avança droit sur moi et ricana. « Tu as agi dans mon dos. Tu as fait enquêter sur ma famille comme sur des criminels. Tu as essayé de me voler 50 000 $ en simulant un cancer, répliquai-je, ma voix montant enfin d'un ton, la colère contenue explosant dans la pièce. C'est notre argent, hurla-t-elle à plein poumon. Et franchement, ma famille le mérite bien plus que toi. Tu es un raté, Harrison.
Tu restes assis dans ton petit box à conduire ta voiture pathétique pendant que mon frère est sur le point de conquérir le monde des affaires. Mes parents avaient raison sur ton compte depuis le premier jour. Tu n'es qu'une immense déception. Je fixais la femme à qui j'avais promis de l'accompagner toute ma vie, celle pour qui j'avais volontairement troqué ma véritable identité. Il n'y avait plus d'amour dans ses yeux. Il n'y avait que du dégoût et l'indignation furieuse d'un parasite qui venait d'être coupé de son hôte. Je ne veux plus te voir, siffla-t-elle en pointant le doigt vers la porte. Je n'ai pas discuté. J'ai préparé un petit sac de voyage en silence et j'ai roulé jusqu'à un motel bon marché le long de la nationale. Je me suis assis sur le bord du lit défoncé, fixant le papier peint décollé pendant des heures. Mon cœur n'était pas brisé, il était réduit en cendres. Je compris alors que je n'avais pas affaire à une famille difficile. J'avais affaire à des monstres. Et s'ils voulaient jouer à ce jeu, ils allaient bientôt découvrir à qui ils s'attaquaient. Je suis resté dans cette misérable chambre de motel pendant 3 jours. Le climatiseur faisait un bruit de ferraille incessant et les cloisons étaient fines comme du papier. Durant ce temps, je n'ai pas cherché à joindre Clara et elle ne m'a pas appelé. Je me préparais mentalement à contacter mes avocats, signer les papiers et mettre un terme à ce mariage en douceur. J'étais prêt à m'en aller, à garder mon identité secrète et à disparaître à jamais de leur vie misérable. Mais l'incroyable s'est produit. Le 4e jour, mon téléphone a sonné. L'écran affichait le nom de Clara. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Sa voix était douce, contrite, dégoulinante d'une douceur affectée qui me fit dresser les cheveux sur la tête. Harrison. Chérie, je suis tellement désolé, pleura-t-elle au téléphone, la voix tremblante d'une fausse émotion. J'étais tellement stressé pour la santé de maman. Les médecins nous embrouillaient. L'histoire de l'appartement n'était qu'un malentendu avec le courtier. Maman regardait ça pour sa retraite dans plusieurs années. J'ai tellement surréagi. S'il te plaît, rentre à la maison. Notre fête d'anniversaire est ce week-end, et je n'arrive absolument pas à imaginer y être sans mon mari à mes côtés. J'écoutais ces mensonges sans sourciller, sans effort. Un homme ordinaire aurait raccroché. Un homme désespéré l'aurait cru et serait rentré avec des fleurs. Mais je savais exactement de quoi il retournait. Mon téléphone vibra, signalant un autre appel sur la seconde ligne. C'était Julien, le conseiller juridique impitoyable de ma famille et mon plus vieil ami. J'ai fusionné les appels, mettant Clara en attente sans qu'elle le sache. Harrison, dit Julien d'une voix nette et purement professionnelle. Je viens d'intercepter des documents très intéressants qui circulent dans les tribunaux des affaires familiales locaux. Richard a engagé un avocat spécialisé dans les divorces agressifs. Ils sont en train de rédiger les papiers du divorce à l'heure actuelle, invoquant une incompatibilité financière et un préjudice moral grave, mais ils ne les ont pas encore déposés. Ils attendent un moment bien précis. J'ai fermé les yeux, appuyant ma tête contre la tête de lit bon marché du motel. Ils attendent la fête d'anniversaire. Exactement, confirma Julien d'un ton plus sec. Ils ont ce contrat de mariage en béton qu'ils t'ont forcé à signer. Tu te rappelles, celui qui stipule que si tu provoques un embarras public ou un manquement moral, tu renonces à toute part des biens conjugaux communs. Ils te tendent un piège, Harrison. Ils veulent t'humilier publiquement, provoquer chez toi une réaction violente ou dramatique, et utiliser les témoignages pour te laisser absolument sans rien. Je laissais échapper une lente et sombre inspiration. Toutes les pièces du puzzle s'assemblaient parfaitement. Le faux cancer, les disputes, les excuses soudaines et mielleuses. Julien, appelle mon père. Dis-lui qu'il est temps d'en finir. Avec un plaisir immense, répondit Julien. Je rebasculai sur Clara. Je gardais une voix parfaitement calme, dissimulant la fureur absolue qui me brûlait la poitrine. D'accord, Clara. Je rentre. Nous irons à la fête ensemble. Les 3 jours suivants furent un modèle de guerre psychologique. Je me suis réinstallé dans la maison de ville. Clara était d'une douceur écœurante, me cuisinant mes plats préférés, m'embrassant sur la joue quand je franchissais la porte. Margaret et Richard sont même venus dîner et ont agi comme si le terrible affrontement au sujet du faux cancer n'avait jamais eu lieu. Ils souriaient, versaient du vin, jouant les rôles de la famille aimante et parfaite. C'était terrifiant à observer. J'étais assis à une table avec des prédateurs qui aiguisaient activement leurs couteaux sous la nappe, me souriant tout en calculant exactement où me frapper. J'ai joué le jeu à la perfection.
J'ai porté le costume bon marché que Clara avait choisi pour moi. J'ai souri doucement, gardé la tête basse, jouant le rôle du mari obéissant et naïf marchant de son plein gré vers l'abattoir. Ce qui nous ramène directement au Grand Orchid Hotel, aux lumières scintillantes, à la musique classique et aux 600 invités fortunés qui me fixaient. Le piège s'était refermé. Après que la main de Clara eut heurté ma joue, la douleur cuisante s'est propagée dans ma mâchoire. La vaste salle se noyait sous les rires. Béatrice, une tante de Clara à la langue bien pendue qui sentait toujours le gin bon marché, s'esclaffait au premier rang, pointant sa coupe de champagne vers moi. « Regardez-le » ricana bruyamment Béatrice. « Il est pathétique. Il n'a même pas le courage de se défendre face à une femme. » Richard se tenait fièrement sur la scène, ajustant sa cravate hors de prix, me regardant comme un cafard sur lequel il venait de marcher. Hors de ma vue, Harrison. Les papiers du divorce te seront signifiés dans le motel miteux où tu te traîneras ce soir. Tu es fini dans cette ville. Clara croisa les bras, un air de triomphe absolu sur le visage. Elle avait joué son rôle à la perfection. Elle avait capturé sa victime, avait détruit sa dignité devant tout son cercle social et jeté maintenant la carcasse en pâture à la foule pour la divertir. Mais la foule ignorait que la carcasse n'était pas morte. Je me tenais là, au centre de la pièce. La peur, l'anxiété, le besoin désespéré d'être aimé qui m'avait tourmenté pendant des années, tout cela s'évapora en une seconde, ne laissant derrière qu'un acier forgé et froid. J'ai lentement descendu ma main de ma joue. J'ai regardé Clara. Je ne voyais pas la femme que j'avais épousée. Je voyais une étrangère, un parasite, et elle s'apprêtait à recevoir une leçon douloureuse sur la façon dont fonctionne le monde réel. « J'appelle quelqu'un » dis-je clairement, en composant le numéro. « Tu appelles qui » se moqua Richard, saisissant un micro sur un pied à proximité pour s'assurer que toute la pièce entende son triomphe. « Tes parents imaginaires ? Ton gestionnaire de fonds fiduciaires inexistant ? Tu n'as personne, Harrison. Tu es un fantôme. » Nouveau rire. Nouvelle moquerie résonnant sous les lustres en cristal. « Papa, dis-je dans le téléphone. S'il te plaît, viens. » Quand j'ai raccroché, je n'ai pas reculé. Je n'ai pas fui vers les portes, honteux. J'ai tenu bon, debout au centre même de leur hostilité. J'ai regardé Richard droit dans les yeux. Et pour la première fois de la soirée, ma posture a complètement changé. Mes épaules se sont redressées. L'attitude timide et contrite que j'avais portée pendant 2 ans disparut instantanément. Richard fronça les sourcils. Il remarqua ce changement. Une lueur d'incertitude traversa son visage arrogant, mais il la masqua rapidement d'un ricanement. « La sécurité » aboya Richard dans le micro. « Expulsez ce déchet de ma fête immédiatement. » 2 grands agents de sécurité en costume sombre commencèrent à s'avancer vers moi depuis le fond de la salle, la main sur leur radio. Mais avant qu'ils n'aient pu faire 10 pas, les lourdes portes en chaîne massive de l'entrée de la salle de bal grincèrent bruyamment. Le quatuor à cordes, qui jouait doucement en arrière-plan pour masquer le malaise, s'arrêta net au milieu d'une note. À travers les murs épais et insonorisés de l'hôtel de luxe, un grondement sourd commença à faire vibrer le sol. C'était le bruit d'un moteur puissant et parfaitement réglé. À travers les baies vitrées de l'entrée de la salle, les invités purent voir le véhicule s'arrêter devant le dépose minute VIP. Une Rolls-Royce fantôme d'un noir d'encre glissa jusqu'au trottoir. Ce n'était pas seulement une voiture. C'était une déclaration de puissance absolue et indéniable. Le genre de véhicule que les présidents et les milliardaires utilisent pour imposer le respect sans prononcer un seul mot. Les agents de sécurité se figèrent sur place. Les rires s'éteignirent net dans la gorge des invités. Des murmures de confusion remplacèrent les moqueries. « C'est qui » chuchota Béatrice à voix haute, tendant le cou pour voir à travers la vitre. Clara regarda son père, son sourire triomphant s'effaçant. « Papa, tu as invité quelqu'un d'autre » Richard était blême, ses mains serrant fermement le pied du micro. « Non. Ce n'est pas l'un de nos invités. » Le chauffeur descendit, impeccablement vêtu d'un costume noir, et fit le tour pour ouvrir la lourde portière arrière. Je me tenais au centre de la pièce, les joues encore brûlantes, un sourire froid et dangereux apparaissant enfin sur mes lèvres. La tempête n'approchait plus. Elle était là. Les lourdes portes ornées en chêne de la salle de bal du Grand Orchid Hotel ne se contentèrent pas de s'ouvrir.
Elles furent repoussées avec une précision synchronisée et violente par deux hommes en costume sombre et impeccable, qui se déplaçaient avec l'efficacité silencieuse et terrifiante d'agents de sécurité privés. Les poignées en laiton massif claquèrent sèchement, un bruit métallique qui trancha la tension, et les portes s'ouvrirent à deux battants, révélant le grand hall de marbre résonnant au-delà. Pendant un instant, la pièce entière, les 600 membres de l'élite autoproclamée de la ville, resta parfaitement, de manière troublante, immobile. Ils étaient figés dans un état de stupéfaction. Les rires cruels et moqueurs qui m'avaient été adressés quelques instants plus tôt s'éteignirent net dans leur gorge, remplacés par un silence étouffant et lourd, semblable à la chute brutale de la pression atmosphérique juste avant qu'un ouragan destructeur ne touche terre. Le seul son audible était le bourdonnement lointain, étouffé et incroyablement puissant d'un moteur parfaitement réglé. À travers les baies vitrées de l'entrée, les invités les plus proches purent voir la Rolls-Royce Phantom noire d'encre tourner au ralenti devant le dépose minute VIP. C'était un véhicule qui n'appartenait pas à cette ville. C'était une affirmation d'un pouvoir absolu et incontestable. À travers ces portes massives entra un homme qui n'avait pas besoin d'être présenté à quiconque comprenait comment le pouvoir réel s'exerçait dans ce pays. Mon père, Winston Vance, pénétra dans la salle de bal. Ce n'était pas un homme qui s'imposait en criant, en gesticulant ou en l'exigeant comme Richard le faisait toujours. Il s'imposait simplement par sa présence physique. Il portait un costume sur mesure anthracite à la coupe impeccable, un vêtement qui coûtait probablement plus cher que tout le portefeuille immobilier lourdement hypothéqué de Richard. Ses cheveux argentés étaient parfaitement lissés vers l'arrière, et sa posture était rigide, sculptée par des décennies de luttes acharnées au sein des conseils d'administration, d'offres publiques d'achat hostiles et de batailles de pouvoir à enjeux colossaux. Il ne regarda pas les lustres en cristal scintillant. Il ne jeta pas un œil aux somptueuses compositions florales sur lesquelles Clara avait obsédé pendant des mois, pas plus qu'il ne prêta attention aux invités terrifiés qui le fixaient avec un mélange de fascination et d'effroi. Ses yeux gris, froids et perçants, balayèrent la salle immense comme un radar, cherchant une chose bien précise. Il me cherchait, moi. La foule s'écarta naturellement devant lui. C'était un phénomène psychologique fascinant à observer. Ils ne savaient pas exactement qui il était, car la plupart d'entre eux étaient d'envergure tout modeste pour s'être jamais trouvés dans la même pièce qu'un milliardaire de sa trempe. Mais l'instinct humain reconnaît immédiatement un superprédateur. L'élite fortunée de cette ville moyenne recula instinctivement, se cognant contre les tables hautes, renversant son champagne sur ses robes de soie, pressé de libérer un passage large et dégagé. Mon père remonta lentement l'allée centrale, ses chaussures en cuir de luxe claquant en rythme sur le sol de marbre poli. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau de justice, scellant une sentence implacable. Richard restait figé sur l'estrade, le micro suspendu inutilement à ses côtés, émettant un léger sifflement aigu qui brisait le silence. Clara, qui jubilait et bombait le torse quelques secondes plus tôt, laissa retomber ses bras. Son sourire narquois et méchant s'évanouit complètement, remplacé par une expression de confusion profonde et paralysante. Béatrice, la tante bruyante qui m'avait hurlé des insultes depuis le premier rang, fit littéralement un pas en arrière en chancelant, manquant de trébucher sur ses talons aiguilles onéreux et se prenant la poitrine. Mon père s'arrêta à 1 mètre de moi. Il ne dit pas un mot au début. Il se contenta de me regarder. Son regard passa sur mon costume bon marché de prêt-à-porter, ma posture tendue et rigide, puis s'arrêta inévitablement sur le côté gauche de mon visage. La peau de ma joue brûlait encore, affichant un rouge violent là où Clara m'avait frappé de toutes ses forces. Je vis le moment précis où le calme légendaire de mon père faillit vaciller. Une ombre sombre et dangereuse passa sur son visage ridé. Les muscles de sa mâchoire se crispèrent si fort que j'ai cru que ses dents allaient se briser sous la pression. Ses mains, qui reposaient négligemment sur ses côtés, se serrèrent en poings blancs. C'était un homme qui avait méthodiquement détruit des multinationales rivales pour de simples manquements contractuels mineurs. Voir son fils unique, sa propre chair, agressé physiquement et humilié publiquement devant une foule de parvenus goguenards n'était pas seulement une insulte. C'était une déclaration de guerre totale et sans compromis. « Qui a fait ça ?» demanda mon père. Sa voix n'était pas forte. C'était un grondement sourd et terrifiant qui porta parfaitement dans le silence de mort de la salle. C'était le genre de voix qui promettait une ruine absolue et incontestable à quiconque commettrait l'imprudence de répondre. C'était la voix d'un homme capable d'anéantir l'avenir financier de toute votre lignée d'une simple signature sur une feuille de papier. Personne ne bougea. Personne n'osa respirer. Les musiciens du quatuor à cordes dans le coin semblaient être des statues. Richard,
tentant désespérément de sauver son ego fragile et de maintenir un semblant de contrôle sur la somptueuse fête qu'il a financée, bomba le torse et saisit à nouveau le micro. Ses articulations étaient blanches et une goutte de sueur coulait le long de son visage. Mais son arrogance ne lui permettait pas de reculer devant ses pairs du country club. Il descendit de l'estrade et s'avança agressivement vers nous, essayant de projeter une fausse autorité. « Excusez-moi, monsieur », dit Richard, se gonflant comme un animal acculé et effrayé cherchant à paraître imposant face à un prédateur. « Je ne sais pas pour qui vous vous prenez ni comment vous avez réussi à contourner mon service de sécurité privée, mais il s'agit d'un événement privé et fermé. C'est la fête du premier anniversaire de ma fille. Je vais devoir vous demander de faire demi-tour et de quitter les lieux immédiatement avant que j'appelle la police locale pour vous faire arrêter pour violation de domicile. » Mon père tourna lentement, méthodiquement, la tête pour regarder Richard. Il le regarda de la façon exacte dont une personne normale regarde une tache répugnante et putride sur le trottoir. Il ne répondit pas à Richard. Il ne prêta même pas attention à la menace de la police. Il ignora purement et simplement son existence, reportant son attention sur moi. « Harrison, » dit mon père, sa voix s'adoucissant d'un chouïa, s'adressant à moi seul comme si nous étions les deux uniques personnes dans cette salle immense. « Je t'avais mis en garde contre les gens ordinaires. Je t'ai dit que lorsqu'on retire l'argent, les voitures, l'héritage et les titres, les gens révèlent leur véritable nature hideuse. Je t'ai dit que l'amour inconditionnel est un mythe chez ceux qui vouent un culte au statut et au salaire. Est-ce là ce que tu voulais que je voie ? » J'ai hoché lentement la tête, gardant mes yeux fixés sur les siens, ressentant le poids écrasant de ma bêtise. Richard prenait une teinte violacée inquiétante, furieux d'être ainsi totalement ignoré dans son propre royaume, devant ses invités triés sur le volet. « Oh, je vous parle. La sécurité. Où est passée la sécurité ? Sortez-moi cet insolent immédiatement. » Avant même que les agents de sécurité de l'hôtel ne fassent mine de bouger, une autre silhouette franchit d'un pas vif les grandes portes en chêne. C'était une femme d'une quarantaine d'années, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable, tenant un dossier juridique en cuir sous le bras. Elle ajusta ses lunettes de marque et s'avança d'un pas rapide et déterminé pour se placer juste derrière l'épaule droite de mon père. C'était Pénélope, la directrice générale de Vance Global Holdings, la femme qui dirigeait au quotidien les opérations de l'Empire. Soudain, un hoquet de stupeur terrifié retentit au premier rang de la foule. C'était Preston, mon émerdeur de beau-frère, l'arrogant qui avait volé mon projet de logistique et se prétendait un génie des affaires, qui fixait Pénélope comme s'il venait de voir la mort en personne. Toute couleur quitta instantanément le visage de Preston, le laissant livide comme un spectre terrifié. Il commença à trembler de tous ses membres. Ses genoux vacillaient visiblement. Il reconnaissait sa patronne suprême. Il avait vu sa photo sur chaque bulletin d'information interne, chaque rapport d'activité, chaque note de service majeur. Et si Pénélope se tenait là, respectueusement derrière cet homme aux cheveux argentés et terrifiant. Le cerveau étriqué et arrogant de Preston finit par assembler les pièces catastrophiques du puzzle. « Oh mon Dieu !» murmura Preston, la voix si tremblante qu'elle était audible dans la pièce silencieuse. Il fit un pas en avant en chancelant, bousculant presque sa propre mère, Margaret, pour s'écarter de son chemin. « Madame Vance. »« Enfin Pénélope, madame, qu'est-ce que vous faites ici en ville ? C'est une fête privée. » Pénélope regarda Preston avec un dégoût total et non dissimulé. Elle ne le considérait pas comme un employé. Elle le considérait comme un problème. « Taisez-vous, monsieur Ardan. Vous n'avez absolument aucune autorité pour prendre la parole en ce moment. N'ouvrez plus la bouche à moins que je ne vous pose directement une question, ce que je ne ferai pas. » Clara regardait avec affolement son frère en pleine crise d'hyperventilation, la femme terrifiante en tailleur et mon père. Les rouages dans sa tête tournaient à plein régime, essayant de décoder une réalité impossible qui faisait voler son monde en éclats. « Preston, qu'est-ce qui se passe ? Qui sont ces gens ? Pourquoi Harrison l'appelle-t-il papa ? Il n'a pas de père, c'est un orphelin. » Mon père reporta enfin son attention terrifiante sur Clara. Il fit un pas en avant, comblant la distance entre eux d'un mouvement lent et délibéré. Clara recula instinctivement, totalement intimidée par l'autorité et la colère qui émanaient de sa personne. Elle tenta de maintenir sa posture arrogance, mais ses épaules s'affaissèrent. « Il m'appelle papa », dit mon père, la voix dégoulinant d'un mépris absolu, détachant chaque syllabe pour que toute la pièce entende son verdict, « parce qu'Harrison est mon fils unique,
et l'héritier exclusif et incontesté de tout ce que j'ai construit. La pièce explosa en une cacophonie assourdissante de cris étouffés, de chuchotements terrifiés et de murmures paniqués. 600 personnes essayaient soudain d'assimiler l'impossible. Le moins que rien sans valeur, le cas social dont il s'était moqué cruellement pendant 1 heure, l'homme qu'il prenait pour un minable employé de bureau conduisant une Honda cabossée se tenait juste à côté de l'homme le plus puissant qu'aucun d'entre eux n'ait jamais vu en personne. Le basculement brutal du rapport de force était tel que l'air dans la pièce semblait physiquement pesant, presque étouffant. Les invités qui s'étaient moqués de moi cherchaient à présent désespérément à se fondre dans le décor, terrifiés à l'idée d'être reconnus et pris pour cible. Richard s'avança, son arrogance entièrement remplacée par une panique frénétique. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient soudain en bataille. Attendez, attendez 1 minute. C'est impossible. C'est absolument impossible. Harrison est un simple employé de bureau de niveau intermédiaire. Il conduit une Honda rouillée de 6 ans d'âge. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas de famille. Il nous a dit qu'il était orphelin. Vous devez vous tromper de personne. Il conduisait une Honda, rectifia mon père, sa voix tranchant la panique pathétique de Richard comme un scalpel chirurgical coupe un tissu malade, parce qu'il voulait voir si votre fille superficielle et matérialiste l'aimerait pour ce qu'il était réellement en tant qu'homme. Et non pour son héritage colossal. Il a travaillé dans un emploi insignifiant et mal payé parce qu'il était fatigué des parasites sociaux qui ne voulaient qu'accéder à ses comptes bancaires. Il vous a fait passer le test ultime de moralité. Il vous a offert son cœur sincère, sa loyauté et son temps, et vous, tous autant que vous êtes, vous avez échoué misérablement. Mon père fit une pause, laissant ces paroles dévastatrices pénétrer dans leurs esprits obsédés par le statut. Le silence dans la pièce était de nouveau absolu. On aurait pu entendre une aiguille tomber sur le marbre. C'est alors qu'il porta le coup de grâce. Vous vous vantez bruyamment de la récente promotion de votre fils chez Vance Global Holdings, dit mon père en désignant vaguement Preston en pleine hyperventilation, qui semblait sur le point de s'évanouir et de nécessiter des soins médicaux. Vous vous vantez de vos abonnements au country club, de vos voitures de luxe en leasing, de vos minables petits investissements immobiliers et de votre prétendue position dans cette communauté. Mais ce que vous ne comprenez visiblement pas, Richard, c'est que Vance Global Holdings m'appartient. Je possède le gratte-ciel de bureau dans lequel travaille votre fils. Je possède la banque commerciale qui détient l'hypothèque principale de votre précieuse maison de banlieue. Je siège au conseil d'administration du cabinet qui gère vos comptes de retraite. Et chaque actif que je possède, chaque bâtiment, chaque compte, chaque filiale est verrouillé dans un fonds fiduciaire irrévocable entièrement géré par l'homme que vous venez de laisser votre fille humilier. Le silence qui suivit fut total. C'était le bruit dévastateur et agonisant de l'univers d'une famille entière s'effondrant sur lui-même en temps réel. Les genoux de Clara se dérobèrent. Elle ne pouvait physiquement plus supporter son propre poids. Elle se rattrapa in extremis au bord d'une table de buffet pour ne pas s'effondrer, ses articulations blanchissant, sa robe de soie onéreuse se froissant maladroitement. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Elle me fixa, les yeux écarquillés par une prise de conscience terrifiante et destructrice. Elle n'avait pas seulement perdu un mari loyal et aimant. Elle avait activement, délibérément rejeté un véritable empire. Elle avait rejeté une fortune si colossale qu'elle ne pouvait même pas la concevoir. Une vie de luxe et de sécurité absolue. Tout cela parce qu'elle avait voulu plaire à sa famille toxique et arrogante et briller devant une salle remplie de faux amis qui lui tourneraient le dos dès le lendemain. Mon père regarda la marque rouge et gonflée sur mon visage une dernière fois, puis il fixa Clara droit dans les yeux. La température de la pièce sembla chuter de 10 degrés. Tu as frappé mon fils, dit mon père, la voix dangereusement basse, presque un grondement sauvage. Tu as posé les mains sur ma chair. Tu l'as humilié devant des inconnus. Tu as essayé de le piéger comme un animal pour ton propre amusement tordu. Richard tenta d'intervenir, la voix tremblant violemment, levant les mains dans un geste pathétique de capitulation. Monsieur Vance, s'il vous plaît, je vous en supplie. Tout cela n'est qu'un énorme malentendu. Nous étions justes. Nous étions juste très émotifs. Le stress de la fête d'anniversaire, l'alcool, l'organisation. Nous pouvons en parler en privé dans mon bureau. Nous pouvons nous asseoir avec nos avocats et régler cela comme des hommes d'affaires raisonnables. Mon père laissa échapper un rire sec et grinçant qui n'avait absolument rien de drôle, un rire de glace pure. Nous ne sommes pas des hommes d'affaires, Richard. Je aime un titan.
Tu n'es qu'un minuscule insecte et je m'apprête à t'écraser de tout le poids de mes bottes. Clara retrouva enfin la parole. Elle lâcha la table, ses mains tremblant de manière incontrôlable alors qu'elle faisait un pas hésitant et pathétique vers moi. La femme froide et malveillante qui m'avait giflé quelques instants plus tôt s'était volatilisée, remplacée par une actrice paniquée et désespérée tentant de sauver sa vie de luxe. « Harrison !» cria Clara, forçant de grosses larmes théâtrales à couler de ses yeux, ruinant son maquillage coûteux. « Harrison, chérie, s'il te plaît, je ne savais pas. Je le jure devant Dieu, je ne savais pas. Si tu m'avais dit la vérité sur qui tu étais, rien de tout cela ne serait arrivé. Je t'aurais traité différemment. J'étais juste stressé par la santé de maman. J'étais perdu. Je t'aime. Je t'ai choisi. S'il te plaît, mon cœur, ne fais pas ça à notre famille. » Je la regardai et je compris avec une clarté limpide que je ne ressentais plus absolument rien pour elle. Aucune colère, aucune tristesse persistante, aucun chagrin, juste un dégoût froid et clinique pour une créature si totalement dépourvue d'âme. « Tu ne m'as pas choisi, Clara, » dis-je d'une voix incroyablement calme, qui résonna clairement dans la pièce silencieuse, se répercutant contre les lustres en cristal. « Tu as choisi une victime. Tu as choisi quelqu'un que tu pensais faible, isolé et assez désespéré pour endurer le harcèlement quotidien et sans fin de ta famille. Tu voulais un punching ball que tu pouvais contrôler. Et pour ce qui est de la santé défaillante de ta mère, je laissai échapper un rire sec et amer qui la fit tressaillir comme si je l'avais frappée. Parlons-en dès maintenant. » Je me tournai pour faire face directement à Margaret, qui se tenait figée près de la sculpture de glace fondante, serrant son collier de perles onéreux comme s'il pouvait la protéger de ce qui allait suivre. « Margaret », l'appelai-je à haute voix, projetant ma voix pour que toute la pièce, en particulier ses amis du country club si prompts à juger, entendent chaque mot. « Comment se passe ce traitement expérimental contre le cancer ? Celui qui nécessitait exactement 50 000 $ en espèces non traçables. L'argent que toi et Clara m'avez supplié de retirer de mon compte d'épargne d'urgence il y a quelques jours à peine, pendant que tu faisais semblant de pleurer dans mon salon en me disant que tu étais mourante. » La foule poussa un cri d'exclamation étouffé. Ce n'était pas un simple murmure cette fois. C'était un choc collectif. Des chuchotements d'horreur absolue parcoururent les invités. Escroquer un gendre en simulant une maladie incurable était une ligne que même ces snobs prétentieux et impitoyables ne franchiraient pas. Les gens commencèrent à s'éloigner physiquement de Margaret, la traitant comme si elle était contagieuse. Margaret devint livide, semblable à un rat acculé dans un labyrinthe. Elle regarda autour d'elle les visages réprobateurs et dégoûtés de ses pairs, les gens qu'elle voulait désespérément impressionner. Je ne sais pas de quoi tu parles, Harrison. J'étais malade. J'étais terriblement malade. Mes médecins m'ont dit. Tu visitais un appartement de luxe en bord de mer à Boca Raton, répliquai-je, ma voix atteignant son volume et son autorité maximaux, coupant court à ces mensonges pathétiques. Je ne suis pas allé à la banque ce matin-là. J'ai utilisé mes ressources. J'ai demandé à des détectives privés d'extraire tes dossiers médicaux de la clinique et les registres de visite du courtier immobilier. Tu es en parfaite santé. Toi et Clara avez orchestré une escroquerie répugnante et minable pour vider mon compte bancaire et me laisser sans un sou, afin qu'elle puisse demander le divorce et prétendre devant un juge des affaires familiales que j'étais financièrement instable. Vous avez essayé de ruiner complètement un homme qui était prêt à cumuler plusieurs emplois juste pour payer le train de vie de votre fille. Clara laissa échapper un sanglot étouffé et affreux, se cachant le visage de honte. Richard semblait sur le point de faire une crise cardiaque sur le champ. Il se prit la poitrine, cherchant son souffle. Mais je n'avais pas fini. Je reportai mon attention sur Preston. Il essayait lentement, lâchement, de se reculer dans la foule, espérant disparaître dans la marée de smoking et se glisser par une porte dérobée. Preston, dis-je sèchement, le figeant sur place. Ne pars pas tout de suite. Nous devons célébrer publiquement ta promotion exceptionnelle. Directeur principal de la logistique, n'est-ce pas? La fierté de la famille Ardan. Preston avala sa salive, la sueur coulant sur son front, trempant son col. Ses yeux se tournèrent frénétiquement vers Pénélope, implorant silencieusement. Harrison, vieux, s'il te plaît. On est frères. On est de la famille. Ne faisons pas ça ici devant tout le monde. On pourra en parler lundi au bureau. Tu as soumis un projet de restructuration logistique hautement complexe au conseil d'administration,
continuai-je à voix haute, m'assurant que chacun entende les détails de sa fraude. Un plan révolutionnaire et brillant qui permettait à l'entreprise d'économiser des millions. Le seul problème, c'est que tu ignores ce que sont des indicateurs de distribution locale. Tu as volé l'intégralité de cette proposition sur mon ordinateur portable verrouillé lors d'un barbecue de famille pendant que j'étais dehors à cuisiner pour toi. Tu as copié mes fichiers cryptés, apposé ton nom sur le travail de ma vie et l'as présenté comme le tien pour obtenir une augmentation de salaire massive et un bureau d'angle. Preston secoua la tête désespérément, la voix brisée. Non, c'est un mensonge. J'ai travaillé là-dessus pendant des mois. J'ai les brouillons. Je regardai Pénélope. Elle n'hésita pas une fraction de seconde. Elle s'avança, ouvrant sa sacoche en cuir d'un coup sec. Elle en sortit une liasse de documents juridiques officiellement tamponnés et les brandit devant la foule. Monsieur Ardan, dit Pénélope, la voix tranchante, professionnelle et d'une efficacité redoutable. Preston s'effondra littéralement à genoux sur le sol de marbre. L'arrogance qui l'avait animé toute sa vie s'évapora en un instant, ne laissant derrière elle qu'un homme pathétique et brisé. Il prit sa tête dans ses mains, se balançant d'avant en arrière, pleurant comme un enfant. Pénélope ne fit preuve d'aucune pitié. Preston Ardan, vous êtes officiellement licencié de Vance Global Holdings. Avec effet immédiat. La sécurité du bâtiment est actuellement en train de cartonner vos affaires et vous êtes banni des locaux. De plus, notre service juridique déposera une plainte civile massive contre vous dès lundi matin afin de récupérer les bonus frauduleux que vous avez perçus. Nous veillerons à ce que vous ne travailliez plus jamais dans le monde des affaires en Amérique. Margaret poussa un cri strident et théâtral, se précipitant aux côtés de son fils et tombant à genoux à côté de lui. Richard semblait complètement anéanti, la bouche grande ouverte, son précieux héritage s'écroulant en poussière. Ses amis lui tournaient déjà le dos, chuchotant sur la façon de se distancier de cette famille. Clara tomba à genoux, rampant de quelques centimètres vers moi sur le sol dur, tendant la main désespérément, ses doigts parfaitement manucurés s'agrippant à mon pantalon. « Harrison, s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis ta femme. On peut s'en sortir. J'irai en thérapie. Je vais les couper de ma vie. Je ne leur parlerai plus jamais. Je signerai un accord postnuptial. Donne-moi juste une autre chance. Je t'aime. » Je baissai les yeux vers elle. La femme qui venait de me gifler. Celle qui avait activement planifié ma ruine financière. « Je t'ai donné 1 an, Clara, dis-je doucement, la voix vide de toute émotion. Je t'ai donné une année entière pour me voir pour qui je suis, pour prendre ma défense. Et tu as échoué à chaque test. » Je fis un grand pas en arrière, me dégageant de ses mains agrippées comme si elle était contagieuse. « Tu pensais tendre un piège à une souris, lui dis-je, la voix résonnant avec une solennité absolue. Tu n'as pas réalisé que vous vous enfermiez tous dans une cage avec un lion. » Je lui tournai le dos. Je ne regardais pas ses larmes. Je ne prêtais pas attention à la panique de Richard. Je m'avançai vers mon père. Ensemble, nous avons commencé à marcher vers les grandes portes en chêne. La foule s'écarta instantanément, nous fixant avec un respect mêlé de crainte, nous laissant un large passage. Juste avant d'atteindre la sortie, je m'arrêtai. Je ne me retournai pas, mais j'élevai la voix une dernière fois. « Tu n'as pas perdu un cas social ce soir, Clara, dis-je. Tu as perdu la seule personne dans toute cette pièce qui t'avait véritablement choisi sans étiquette de prix. » Je franchis les portes, sortant dans l'air frais de la nuit. Le chauffeur m'ouvrit la portière de la Rolls-Royce. Je me glissai sur les sièges en cuir luxueux, mon père s'installant à mes côtés alors que la lourde portière se refermait avec un bruit sourd, étouffant les bruits pathétiques de la salle de bal en panique. Je sentis un poids massif et étouffant se libérer de ma poitrine. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment formidable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous pour que je sache que vous m'avez accompagné jusqu'à ce point. Cela aide non seulement plus de personnes à découvrir cette histoire, mais me permet aussi de savoir que mes expériences comptent pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager la suite de ce parcours. Laissez-moi maintenant vous raconter le véritable bain de sang juridique et financier qui a suivi. La destruction totale de la famille de Clara ne fut pas rapide, et elle ne fut certainement pas sans douleur. Elle fut lente, d'une méthode impitoyable et brutalement légale.
Quand vous provoquez quelqu'un qui dispose de ressources pratiquement infinies et d'une équipe d'avocats d'affaires de premier plan à sa disposition, la punition ne s'arrête pas à une sortie dramatique d'une soirée mondaine. La punition devient votre réalité de chaque instant. Elle s'infiltre dans tous les aspects de votre vie jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre que des regrets. Le lundi matin suivant le désastreux dîner d'anniversaire, j'étais assis dans la vaste salle de conférence aux parois de verre du cabinet de Julien, le panorama de la ville s'étendant magnifiquement derrière lui alors qu'il posait une épaisse pile de dossiers en carton sur la table en acajou verni. La pièce sentait le cuir cher et la victoire imminente. Ils ont déposé la demande, dit Julien, un sourire féroce s'affichant sur son visage alors qu'il se versait une tasse de café. L'avocat hors de prix de Richard a officiellement déposé les papiers du divorce ce matin au tribunal de grande instance. Il invoque une incompatibilité financière et un préjudice moral grave, prétendant que tu étais un mari abusif et avare, tout comme nous l'avions prévu. Je me penchai en arrière dans mon fauteuil en cuir, sirotant un café noir bien chaud, me sentant complètement détendu pour la première fois en 2 ans. Et le contrat de mariage ? Julien tapota le dossier avec son stylo plume de marque, riant doucement. C'est la partie la plus poétique de ce cauchemar. Harrison, ils étaient tellement aveuglés par leur propre cupidité et leur arrogance sans limite qu'ils n'ont pas réalisé que le piège qu'ils te tendaient fonctionnait dans les 2 sens. Quand nous nous étions mariés, Richard m'avait forcé à signer un contrat de mariage extrêmement agressif et partial. Il me l'avait pratiquement enfoncé dans la gorge la veille du mariage. Son avocat l'avait rédigé spécifiquement pour s'assurer que si jamais j'embarrassais Clara, ou si je ne subvenais pas correctement à son train de vie somptueux, je m'en irais sans le moindre droit sur les précieux biens de sa famille. Il y avait une clause de moralité spécifique et lourdement formulée enfouie dans le contrat. Elle stipulait que tout acte d'humiliation publique, de violence physique, d'infidélité ou de manquement moral grave de l'une ou l'autre des parties entraînerait une pénalité financière massive, favorisant lourdement la victime. Ils pensaient protéger leur modeste portefeuille immobilier et le fonds fiduciaire inexistant de Clara contre un analyste de données sans le sou. Au lieu de cela, ils se sont accidentellement enchaînés à un contrat juridiquement contraignant et en béton avec un héritier milliardaire. J'ai déposé la réponse il y a 1 heure, dit Julien, les yeux brillants de satisfaction professionnelle. Les répercussions furent absolument catastrophiques pour eux. Lors de la première réunion de conciliation, Clara entra dans la pièce l'air complètement brisé. Elle portait des lunettes de soleil surdimensionnées pour cacher ses yeux rouges et gonflés et un pull usé bon marché, ne ressemblant en rien à la femme rayonnante et arrogante près de la sculpture de glace. Richard arpentait la pièce frénétiquement, trempé de sueur dans son costume bon marché, son avocat l'air terrifié en face de Julien, sachant qu'il était complètement dépassé. Julien ne négocia pas. Il ne proposa aucun accord à l'amiable. Il se contenta de présenter les exigences absolues. Parce que Clara avait déclenché la clause de moralité en raison de violences physiques documentées et d'une campagne de dénigrement public coordonnée, le contrat de mariage l'obligeait à me céder tous les biens conjugaux communs. Mais cela allait beaucoup plus loin, car j'étais désormais officiellement représenté en tant qu'héritier de Vance Global Holdings. La pénalité pour atteinte calculée à la réputation était indexée directement sur ma valeur nette réelle et mon statut social. Il me devait des millions. Des millions qu'il n'avait absolument pas et qu'il ne pourrait jamais espérer gagner en 10 vies. Pour satisfaire à ses jugements financiers massifs et régler ce divorce brutal sans risquer la prison fédérale pour fraude, Richard dut liquider l'intégralité de son portefeuille immobilier. Il perdit sa maison de banlieue impeccable dans le quartier géré par le syndic militaire. Il perdit les propriétés locatives qui finançaient son train de vie au country club. La banque, dont mon père possédait discrètement une participation majoritaire, saisit tout agressivement dès que Richard manqua de paiement en raison du gel de ses avoirs. Richard et Margaret furent expulsés manu militari et contraints de s'installer dans un petit appartement exigu de 2 chambres dans un quartier malfamé de la ville, survivant uniquement grâce à de maigres pensions de retraite et se plaignant amèrement auprès de quiconque acceptait de les écouter. Margaret n'eut jamais son appartement de luxe en bord de mer en Floride. Les 50 000 $ qu'ils avaient tenté de m'escroquer s'étaient volatilisés, engloutis par les honoraires d'avocats désespérés qui ne purent les sauver de l'assaut implacable de l'équipe juridique de Vance. Ses amis du country club l'abandonnèrent complètement, ignorant ses appels et traversant la rue en l'apercevant. Elle devint une paria absolue. Mais la chute de Preston fut de loin la plus spectaculaire et la plus satisfaisante. Pénélope ne bluffait pas lors de la fête. Vance Global Holdings déposa une plainte pénale et civile massive contre Preston pour vol de propriété intellectuelle, fraude électronique et abus de confiance.
Ils l'engluèrent dans des procédures judiciaires agressives et très médiatisées pendant des mois, vidant ses comptes bancaires jusqu'au dernier centime. Parce qu'il avait été licencié pour faute grave, il perdit toutes ses options d'achat d'actions non acquises, son parachute doré de départ et son salaire colossal. Le procès l'inscrivit de fait sur la liste noire de toutes les grandes entreprises du pays. Aucune société d'envergure ne recruterait jamais un cadre ayant des antécédents documentés et publics de vol direct au détriment du fils du propriétaire. La dernière fois que j'ai entendu parler de Preston, il faisait l'équipe de nuit épuisante dans un entrepôt de logistique régional, chargeant physiquement ces mêmes camions de transport lourds qu'il prétendait autrefois diriger depuis un confortable bureau d'angle. Payé au salaire minimum et croulant sous des dettes de justice insurmontables. L'homme qui parlait d'être un prédateur déplaçait à présent des cartons à 3 heures du matin. Quant à Clara, elle s'en alla absolument sans rien, pas de maison, pas d'épargne, pas de mari fortuné, et aucune famille sur qui compter car ses parents lui faisaient porter l'entière responsabilité de leur ruine financière. Ils se retournèrent les uns contre les autres à la seconde même où l'argent vint à manquer, se battant comme des rats enragés dans un navire en perdition. Elle tenta de m'appeler à plusieurs reprises depuis des numéros masqués, me laissant des messages vocaux pathétiques et larmoyants, suppliant pour un accord, suppliant pour un café, suppliant pour une dernière chance de s'expliquer. Je n'ai jamais répondu à aucun de ces appels. Je me suis contenté de transmettre les messages à Julien pour les ajouter au dossier de harcèlement, m'assurant qu'elle ne puisse légalement plus jamais m'approcher. La tempête était complètement passée. J'avais réduit cette forêt toxique en cendres, et il ne restait plus rien d'autre que de la poussière. Il était enfin temps de reconstruire ma vie. 2 années entières se sont écoulées depuis cette nuit décisive et chaotique au Grand Orchid Hotel. Je suis assis dans mon vaste bureau d'angle, au dernier étage du gratte-ciel de Vance Global Holdings. Les baies vitrées offrent un panorama grandiose et dégagé sur la ville que j'aide désormais à diriger. J'ai troqué la Honda Civic rouillée contre une vie discrète, dotée d'un but véritable et d'immenses responsabilités. Je ne cache plus mon nom de famille. Je ne prétends plus être quelqu'un d'autre simplement pour rassurer les gens. Je suis Harrison Vance et, pour la première fois de ma vie, je me sens complètement en accord avec moi-même. Revenir dans le monde de haute pression de mon père n'a pas été une transition immédiate et sans heurts. Les profondes cicatrices émotionnelles de ce mariage affreux ont mis du temps et exigé beaucoup d'efforts pour guérir. Quand vous passez une année à voir votre estime de vous-même méthodiquement démantelée morceau par les personnes censées vous aimer et vous protéger, vous ne vous réveillez pas un matin en vous sentant parfaitement bien. Il y a eu des nuits où je me suis réveillé en sueur, me rappelant le son de la voix de Richard me rabaissant dans la cuisine, ou le claquement aigu et douloureux de la main de Clara sur mon visage. Mais la guérison est un choix quotidien et délibéré. Elle demande du travail. Je me suis investi pleinement dans l'entreprise familiale, non plus comme un consultant de l'ombre caché anonymement derrière un écran d'ordinateur, mais comme un dirigeant actif et très en vue. J'ai repris entièrement la direction de la division logistique, mettant en œuvre le plan de restructuration massif que Preston avait tenté de voler, et je l'ai étendu à l'échelle nationale. J'ai bâti ma carrière sur un mérite réel, gagnant le respect absolu du conseil d'administration à force de longues heures, de nuits tardives et de décisions incroyablement difficiles. Je ne me suis pas reposé sur mon nom de famille. J'ai prouvé ma valeur par mes actes. Plus important encore, j'ai fondamentalement changé ma vision des relations et des limites personnelles. J'ai compris que mon désir désespéré d'être aimé simplement pour moi-même m'avait aveuglé sur l'exigence élémentaire de décence humaine. J'avais permis à Clara et à sa famille toxique de franchir toutes mes limites parce que je pensais bêtement que l'endurance était une preuve d'amour. Je pensais que si je souffrais assez, si je prouvais assez ma loyauté, ils finiraient par m'accepter. Je sais ce qu'il en est à présent. Le véritable amour n'exige pas d'endurer la maltraitance. Le véritable amour ne vous demande pas de vous rabaisser pour que l'autre se sente grand et puissant. Si quelqu'un exige que vous sacrifiez votre dignité, votre paix ou votre respect de vous-même pour obtenir son affection conditionnelle, il ne vous aime pas. Il vous utilise. J'ai également veillé à prendre soin des personnes qui m'avaient témoigné une gentillesse sincère alors que je n'avais absolument rien à leur offrir en retour. Silas, l'employé de niveau intermédiaire terrifié qui avait risqué sa place et sa carrière pour m'avertir que Preston volait mes fichiers, a été promu au poste d'analyste de direction principale. Il a désormais un bureau avec fenêtre, dirige sa propre équipe et perçoit un salaire qu'il n'aurait jamais cru possible. Il l'a mérité par son travail acharné et son esprit brillant, mais j'ai veillé à ce que sa loyauté immense et son courage soient reconnus et récompensés. Et Nora,
la gentille gouvernante âgée qui me glissait des portions supplémentaires de nourriture chaude lorsque Richard exigeait que je mange les restes, j'ai discrètement mis en place un fonds de retraite anonyme et sécurisé à son nom. Elle n'aura plus jamais à travailler un seul jour difficile si elle ne le souhaite pas. Elle peut passer ses journées à s'occuper de son jardin, à se reposer et à gâter ses petits-enfants sans jamais se soucier d'un remboursement d'hypothèque ou de facture médicale. Ma relation avec mon père a également changé en profondeur. Nous ne sommes plus seulement un héritier désigné et un dirigeant exigeant et distant. Nous sommes une équipe. Nous dînons ensemble chaque dimanche soir, rien que tous les deux, discutant des stratégies commerciales, des philosophies de vie et de l'avenir de l'entreprise. Il a pris ma défense au moment où j'en avais le plus besoin, déployant toute la puissance de son empire pour protéger son fils. Il m'a appris que fixer des limites fermes n'est pas cruel. C'est un mécanisme nécessaire à la survie dans un monde rempli d'opportunistes et de parasites. Quand je repense à cette nuit d'anniversaire, je ne ressens plus de colère. Je n'ai plus d'amertume. Je ressens un sentiment de gratitude profond et immense. La gifle de Clara devant 600 personnes a été le plus beau et le plus douloureux des cadeaux qu'elle ait pu m'offrir. Elle a complètement brisé l'illusion à laquelle je me raccrochais désespérément. Elle m'a réveillé d'un cauchemar. Elle m'a forcé à cesser de me faire petit, à cesser de cacher ma lumière et à prendre en main mon propre destin. Parfois, l'univers doit briser votre cœur de la manière la plus violente et la plus publique possible pour vous forcer à ouvrir les yeux sur la vérité. Il vous débarrasse des personnes qui vous freinent, faisant de la place pour la vie que vous êtes réellement destiné à mener. J'ai fui un cauchemar toxique pour entrer directement dans ma propre puissance. Et c'est une leçon que je porterai en moi pour le reste de ma vie. Vous devez connaître votre propre valeur. Vous devez protéger farouchement votre paix et ne jamais, au grand jamais, vous excuser de quitter une table où le respect n'est plus servi. Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire avec votre propre famille ? Avez-vous déjà dû tracer une ligne stricte et vous éloigner de personnes qui vous tiraient vers le bas et détruisaient votre santé mentale ? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine aventure. Rappelez-vous que vous êtes plus fort que les personnes qui ont tenté de vous briser. Continuez à avancer et ne vous contentez jamais de moins que ce que vous méritez absolument.